commencer, donc j'ai plaisir à vous retrouver pour parler de cette destination qui, c'est vrai, me tient à cœur et tient à cœur aussi à Plein Cap depuis de nombreuses années. Et nous poursuivons nos programmes, donc la Croatie vue de la mer, à bord de yachts que nous affrétons donc en Croatie, avec pour cette année, donc 2024, deux départs, un seul itinéraire cette année, un itinéraire consacré à la Dalmatie, donc la partie sud en fait de la Croatie, hein, la côte dalmate uniquement, un itinéraire donc d'une semaine au départ de Paris qui nous fera découvrir cette magnifique côte, cette destination qui, c'est vrai, se prête à merveille pour la découverte en croisière. Nous allons donc, à travers cette petite heure, parcourir ensemble cette magnifique destination. Donc, nous avons deux départs cette année, un au printemps, un à l'automne. Donc, le premier du 18 au 25 mai 2024 et le deuxième, donc à l'automne, du 5 au 12 octobre 2024. Donc, hors saison, comme toujours, pour aussi nous permettre de découvrir cette terre en dehors de la grosse saison touristique, puisque c'est vrai, la Croatie attire chaque année de nombreux touristes, en particulier l'été. Donc, c'est vrai que les dates choisies au printemps et à l'automne hors saison sont vraiment les bienvenus. Les températures à cette saison commencent à être très douces, puisque chaque année, nous faisons ces croisières à peu près à cette période, avec de belles journées et surtout la possibilité pour ceux qui le souhaitent, déjà même au mois de mai, de pouvoir se baigner en mer Adriatique. Ces départs sont accompagnés donc déjà depuis de nombreuses années par notre fidèle accompagnateur Guillaume, que vous connaissez tous, donc qui est maintenant vraiment spécialisé sur ces croisières à bord des yachts en Croatie et qui est toujours ravi de vous faire découvrir cette magnifique destination. Je vous le disais, un territoire qui est vraiment à découvrir par la mer, puisque la Croatie compte pas moins de 1185 îles, seulement 67 sont habitées, un peu plus de 6000 kilomètres de côte, donc vraiment une destination par excellence en croisière. Avant de parler de notre itinéraire, on va faire donc quelques petits rappels géographiques puis historiques. Après, nous parlerons de l'itinéraire et enfin, je vous présenterai donc le bateau que nous affrétons cette année, le yacht qui est le Diamant, à bord duquel vous pourrez découvrir ce magnifique itinéraire. Donc, quelques généralités sur la Croatie. J'ai replacé volontairement ici cette carte pour nous resituer un petit peu. Donc, la superficie de la Croatie, un peu plus de 56 000 kilomètres carrés, plus de 6 000 kilomètres de côte pour une population donc de 4 000, un peu plus de 4 millions d'habitants. Trois grandes régions vont se dessiner, la Slavonie, l'Istrie et la Dalmatie. Comme vous le voyez ici sur la carte, la Croatie est un pays avec une forme assez originale. On peut comparer un petit peu sa forme à un fer à cheval. On dit souvent que le pays est un trait d'union entre l'Europe centrale et la Méditerranée. La Croatie est délimitée donc au nord par la Slovénie, au nord-est par la Hongrie et au sud par la Bosnie-Herzégovine et bordée par la mer Adriatique. Et d'ailleurs, au cours de cette croisière, on aura l'occasion de faire une brève incursion en Bosnie-Herzégovine, notamment à Mostar. On en parlera dans quelques minutes. Sa géographie donc, donne aussi à la Croatie, vous le voyez ici, une façade maritime très importante, un bon nombre de kilomètres de côte, beaucoup d'îles et des îles qui sont essaimées le long de cette côte. Certaines sont habitées, d'autres non. Un pays dans lequel on va retrouver une forte insularité, ce qui a aussi, au fil des siècles, façonné la culture croate. Ce fut aussi un atout stratégique qui a suscité au fil des siècles de nombreuses convoitises. Donc, en dehors de ces chiffres clés, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail, bien sûr. Donc, je vous disais, 4 régions. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la Dalmatie, qui est située au sud du territoire croate. Ce territoire donc, compte aussi 8 parcs nationaux, 11 parcs naturels et 8 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'heure actuelle, sur le plan économique, donc, le tourisme représente à peu près 25% du PIB de la Croatie. Environ 18 millions de touristes viennent en Croatie, donc la plupart du temps l'été, mais aussi un petit peu au printemps et à l'automne. La langue parlée donc, est le croate.
Et la monnaie, donc maintenant, est depuis cette année, depuis le 1er janvier dernier, est passée donc à l'euro. Précédemment, c'était la kuna. Volontairement, donc ici, on va faire un rappel historique, une chronologie, alors bien sûr assez succincte de la Croatie, puisque c'est vrai que son histoire est assez tourmentée. Donc on va survoler et à travers cette frise récapitulative, ça vous permet de restituer un petit peu l'histoire un peu complexe de cette région et de ce pays. Le territoire donc a été peuplé dès le deuxième millénaire avant notre ère par les Illyriens. La première colonisation a eu lieu en 395 avant Jésus-Christ. La colonisation grecque était suivie ensuite par la colonisation romaine. En 285, Dioclétien devient empereur et fait construire le palais fortifié de Split. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Ce palais qui a été construit entre 295 et l'an 305. Au IIIe siècle, les premières communautés chrétiennes ont créé de nombreux évêchés en Dalmatie et en Istrie, la région du nord de la Croatie. Au 7e siècle, c'est le début des migrations slaves. Les Slaves se sont convertis au christianisme en arrivant en Croatie et ont fondé au Xe et au XIe siècle le premier royaume croate. Au XIIe siècle, le rapprochement des couronnes croates et hongroises sous un seul et même royaume. En 1409, la Dalmatie, donc la région sud de la Croatie, devient vénitienne. Seule Raguse conserve son indépendance. Raguse, on aura l'occasion d'en reparler aussi un petit peu plus tard dans notre présentation, ville fortifiée qui maintenant est connue sous le nom de Dubrovnik, mais il faut savoir qu'elle fut indépendante, elle est restée indépendante pendant de nombreux siècles. Nous continuons nos différentes étapes de l'histoire. En 1566, donc Ferdinand de Habsbourg est nommé nouveau roi de Hongrie et de Croatie. En 1797, donc c'est la chute de la République de Venise, la Dalmatie et l'Istrie reviennent à ce moment-là à l'Empire austro-hongrois. Un petit peu plus tard, donc début 19e siècle, les Autrichiens cèdent l'Istrie et la Dalmatie à Napoléon, donc elle va devenir une province française. Et en 1815, les provinces illyriennes sont replacées sous la tutelle austro-hongroise à la chute de Napoléon au congrès de Vienne. 1918, c'est Pierre Ier de Serbie qui monte sur le trône. C'est la création à ce moment-là du royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En 1941, occupation donc par les Allemands, création d'un État croate indépendant. En 1945, la Croatie rentre dans la Fédération communiste yougoslave. Et en 1971, c'est ce que l'on va appeler le printemps croate, avec la volonté donc des Croates de renforcer leur identité, de préserver aussi leur culture. Les étudiants, les intellectuels et réformateurs du Parti communiste réclament alors une plus grande autonomie économique et politique pour leur pays. 1980, disparition donc de Tito avec l'éclatement ensuite de la Yougoslavie. 1991-1995, la guerre de l'indépendance, donc guerre civile au sein de cette Yougoslavie entre les Croates, les Serbes. Les traces, malheureusement, de ces conflits sont encore visibles dans certaines villes. En 1995, c'est l'arrestation de Milosevic, la séparation ensuite définitive entre la Croatie, la Bosnie, la Serbie, donc en tant qu'État indépendant, et les accords de Dayton mettent alors fin à la guerre. En 2009, la Croatie devient membre de l'OTAN et elle entre ensuite, donc en 2013, dans l'Union européenne. Vous le voyez donc ainsi, c'est vrai que de tous les temps, c'est un territoire qui a fait vraiment l'objet de convoitises. Alors toutes ces différentes étapes de l'histoire sont bien sûr visibles encore dans l'architecture des différentes villes, les monuments du pays et aussi dans la culture, dans les mentalités. Un pays donc qui va se dévoiler grâce à sa façade, sa grande façade côtière. Voici de nouveau une carte plus détaillée qui va nous permettre de situer un petit peu l'itinéraire de croisière que Plinka vous propose à bord de ce yacht, le Diamant. Donc, naviguer, je dirais, à bord d'un yacht comme celui-ci en Croatie permet une découverte assez exceptionnelle puisqu'on va naviguer quelques heures par jour. C'est vraiment du cabotage, des petits sauts que l'on fait chaque jour entre les différentes villes. Toutes les soirées, nous sommes à quai.
Et ça vous permet vraiment de profiter de la navigation et profiter aussi de la destination. Puisque vous le voyez sur cette carte, la Dalmatie, elle va s'étendre donc sur la partie sud. Nous allons embarquer à Split et notre navigation va nous mener jusqu'à la pointe sud de la Dalmatie, jusqu'à Dubrovnik. Donc, la distance finalement entre ces deux villes est très courte et ce qui nous permet vraiment d'optimiser la durée de nos escales et d'accoster dans des petits ports, des petites villes, aller faire une navigation aussi entre les îles pour découvrir ce petit coin de paradis en Méditerranée avec beaucoup d'endroits encore très protégés. Au cours de cet itinéraire, on en profitera aussi pour découvrir non seulement le patrimoine culturel historique, mais aussi découvrir la gastronomie croate à travers différentes dégustations. On en parlera aussi lors de nos différentes visites. Nous allons donc commencer notre découverte et embarquement donc à Split le premier jour. Le départ donc se fait de l'aéroport de Paris, donc on part généralement en fin de matinée. Donc Guillaume vous attend comme d'habitude à l'aéroport, c'est un départ accompagné depuis Paris et vole donc vers Split. Nous embarquons donc à Split. Cette ville de Split, donc sur le plan historique, c'est une ville aussi qui a fait l'objet de convoitises, puisque c'est une ville qui a d'abord été illyrienne, romaine, puis ensuite a subi les invasions slaves, les invasions vénitiennes, napoléoniennes, une ville qui est devenue ensuite yougoslave, maintenant donc une très belle ville, donc une ville croate. Mais la ville, le cœur de Split est avant tout dalmate, elle se situe vraiment au cœur de la Dalmatie centrale, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui est intéressant à Split, et pour ceux qui la connaissent, on peut dire que c'est une ville qui a poussé à l'intérieur d'un palais antique. Ici, vous avez une vue générale, une vue ancienne, justement, du palais de Dioclétien tel qu'il était à l'origine. Et la ville actuelle a vraiment poussé la ville antique à l'intérieur de ce palais antique. Ici, on a vraiment l'impression que l'histoire s'est empilée jusqu'à former un ensemble qui maintenant est vraiment indissociable. Le palais de Dioclétien que vous apercevez ici, donc tel qu'il était à l'origine, représente un des ensembles architecturaux de l'Antiquité tardive, parmi les mieux conservés. À l'origine, il s'étendait sur 30 000 mètres carrés. C'est en 305 que l'empereur Dioclétien se retire dans son superbe palais, donc au cœur de la ville de Split. Depuis très longtemps, il avait envisagé de se retirer dans sa ville d'origine, qui était Salona, sa ville natale. Salona, c'est une autre petite ville qui est située pas très loin d'ailleurs de l'aéroport de Split. Lorsqu'on quitte l'aéroport, on passe devant Salona pour rejoindre ensuite Split. Salona est une ville a été une ville grecque, ensuite une ville romaine. On peut voir encore quelques vestiges d'ailleurs de l'ancienne Salona. Toujours est-il que Dioclétien s'installe ensuite dans son palais au cœur de la ville de Split. Son palais donc, est constitué donc, du temple de Jupiter, des cryptoportiques, de baptistères également, le mausolée aussi de Dioclétien qui a été ensuite transformé et qui abrite maintenant la cathédrale Saint-Domus. Le péristyle aussi du palais est tout à fait intéressant puisque c'est maintenant le cœur névralgique de la ville de Split, une des places les plus passantes, on va dire, où un bon nombre de cafés, bars, restaurants se sont installés. Vous apercevez justement ici le péristyle de ce palais de Dioclétien. Nous passerons lors de la visite pédestre de la ville par les cryptoportiques pour pénétrer à l'intérieur du palais de Dioclétien et au détour de notre visite, notre promenade en compagnie de notre guide local, nous pourrons découvrir à l'intérieur du palais les différentes restaurations qui ont eu lieu, les maisons, façades, palais gothiques maintenant, façades Renaissance, façades baroques également. Ici, vraiment, l'histoire s'est réellement superposée. Donc, nous embarquons à Split tranquillement. Le premier soir, le bateau reste à quai, donc ce qui laisse aussi l'opportunité de pouvoir se promener à votre guise dans la ville de Split, puisque le port est tout à fait central. Et la visite de Split se fait le lendemain matin, donc la visite pédestre, la visite guidée. Ensuite, eh bien, nous allons poursuivre notre découverte. Le bateau va rester à quai à Split et l'après-midi, nous allons partir en excursion non loin de Split. En autocar, nous allons partir vers Omiš, qui est un petit village à environ une trentaine de kilomètres de la ville de Split. Vous apercevez ici ce village d'Omiš, qui est un petit village dominé par de gigantesques montagnes, comme on peut l'apercevoir ici même,
formant des gorges assez majestueuses. C'est une petite ville portuaire, donc à peu près à 30 km, nous le disions, de Split. Historiquement, il s'agissait d'un lieu célèbre pour la piraterie médiévale. Donc, n'ayez crainte, les pirates, les corsaires, les flibustiers ont disparu il y a fort longtemps. Il reste en tout cas de très belles façades, très belles demeures et un centre historique intéressant à visiter ici à Omiš. On aura le plaisir de déambuler dans le village, voir aussi la forteresse romane qui a été construite au XIIIe siècle de notre ère, une citadelle qui surplombe la ville d'Omiš, à peu près 250 mètres. Et là, donc, après notre visite d'Omiš aussi, nous ferons une petite promenade à bord de barques locales sur cette rivière qui est la Tsetina, donc qui passe ici à Omiš. Et on se rendra compte vraiment à travers cette navigation des gorges vertigineuses vraiment qui encadrent la ville d'Omiš. Vous apercevez à droite de votre écran la citadelle justement d'Omiš. Après cette visite, nous reviendrons à Split pour réembarquer donc à bord de notre yacht, le Diamant, et nous appareillerons donc pour débuter réellement notre navigation et débuter notre croisière. Une carte ici plus schématique, on va dire, mais sur laquelle j'ai symbolisé par ces cercles rouges nos différentes escales. Alors c'est vrai que c'est petit, mais bon, vous pouvez vous fier au cercle rouge. Nous embarquons à Split. Vous apercevez le long de la côte d'Amat, donc Omiš, où nous ferons notre excursion. Et ensuite, nous allons naviguer vers Brač, qui est l'île faisant face justement à Omiš, une île qui est assez vaste. C'est la troisième île de Croatie de par sa superficie. Elle fait environ 400 mètres carrés, 400 kilomètres carrés, pardon. Elle compte 14 000 habitants. Et à Brač, nous ferons donc 2 escales. Dans un premier temps, nous ferons escale donc à Pušica. Vous apercevez au nord de l'île de Brač. Et ensuite, nous allons naviguer quelques heures pour aller vers le sud, pour aller vers Bol, donc au sud de l'île de Brač. L'économie de cette île de Brač repose là aussi sur le tourisme, mais aussi la pêche, l'élevage, la viticulture et la culture de l'olive. C'est vrai que sur tous les paysages, les collines que l'on trouve à Brač, il y a vraiment un bon nombre d'oliviers ici. Notre première escale à Pušica va nous permettre en soirée de découvrir ce petit village, qui est le deuxième village de l'île de Brač. Il est situé à l'intérieur d'une baie assez profonde, donc l'arrivée à Pušica est très intéressante. Vous voyez ici l'arrivée donc à l'intérieur vraiment de cette baie très profonde, donc les paysages sont fort intéressants. Et nous allons ici nous intéresser à la pierre de Brač qui est célèbre dans le monde entier. Vous en avez sans doute entendu parler, puisque la pierre et la taille de la pierre représentent vraiment aussi le symbole et une grande partie de l'économie de l'île de Brač. Elle conditionne aussi le mode de vie des habitants de Brač depuis vraiment de nombreux siècles. Près de ce petit village de Pušica où nous ferons escale, il y a d'ailleurs 3 carrières. Et la pierre a servi à la construction de nombreux édifices, sculptures aussi dans la région, mais dans toute la Croatie et dans le monde entier, puisque vous le savez sûrement, cette pierre de Brač, elle a servi à construire la Maison Blanche à Washington, entre autres. Elle a servi aussi à construire le palais de Dioclétien à Split, dont nous avons parlé voilà quelques minutes. Et elle a servi aussi à construire, entre autres, le mémorial de Vimy, donc dans le nord de la France. Donc, voici quelques monuments sur lesquels on peut retrouver la pierre de Brač. L'école de tailleurs de pierre, d'ailleurs, de Brač, toutes les écoles de tailleurs de pierre ont conservé des méthodes ancestrales, des méthodes traditionnelles qui durent depuis de nombreux siècles. Et au cours de notre escale, justement, en soirée, on aura l'occasion de visiter l'une des écoles de ces tailleurs de pierre et vous pourrez assister à une démonstration. Donc, il y a peu d'écoles maintenant en Europe de ce type qui emploient encore des outils et des techniques de travail qui demeurent inchangées depuis déjà la période de la Renaissance. Après donc cette visite de l'école de pierre de Brač, nous allons appareiller et nous allons partir vers la destination de Bol, c'est-à-dire le sud de l'île de Brač. Ici, vous avez une carte beaucoup plus détaillée justement de l'île qui vous permet de vous situer. Donc, nous sommes là maintenant déjà le jour 3 et nous allons visiter donc Bol.
Donc, vous voyez ici quelques photos de Pouchitsa. Je vais vous parler de l'école de tailleurs de pierre. Vous apercevez ici à l'entrée de l'école et justement la pierre d'une blancheur assez intacte. Et donc, notre yacht va nous permettre de contourner en quelques heures de navigation cette île pour ensuite rejoindre ce très joli site qui est le site de Bol. Ici, donc, à Bol, eh bien, la matinée sera libre. Vous pourrez, en compagnie de Guillaume, partir à la découverte de ce petit village de Bol, qui est très intéressant aussi, et faire une promenade pédestre sur un terrain très plat et très agréable qui, en traversant une pinède, permet d'accéder à la photo que vous avez en haut à droite, qui est la plage de Corne d'Or, que l'on appelle en croate Zlatnirat. Ça signifie donc Corne d'Or, c'est une véritable carte postale, cette plage. Et d'ailleurs, cette photo, vous l'avez sûrement vue à de nombreuses reprises, puisqu'elle fait partie de beaucoup de campagnes publicitaires de l'Office de tourisme de Croatie. C'est un petit peu l'emblème, on va dire, des paysages que l'on peut trouver en Croatie. Donc, c'est une plage de sable et vraiment une avancée qui s'avance dans cette mer Adriatique. Donc, vous pouvez faire cette promenade qui est très agréable dans la Pinède, en partant de Bol à pied, en allant jusqu'à la plage et en revenant. Après cette petite balade à Bol et ces superbes paysages, nous revenons à bord pour le déjeuner. Nous allons appareiller pour quelques heures de navigation et nous allons aller vers l'île voisine qui est l'île de Gvar, où nous allons donc rester en escale l'après-midi. Donc pour visiter cette île de Gvar, nous resterons aussi le soir à quai à Gvar. Cette île de Gvar a une superficie de 300 km², 68 mètres de longueur et 10 km de large. Une île qui est habitée par un peu plus de 10 000 Croates. En nombre d'habitants, c'est à peu près la quatrième île en Croatie de par sa population. Il y a en fait deux gros villages. Le Gvar, où nous allons faire escale, et sinon Starigrad, donc la ville ancienne. Là aussi, cette île de Gvar, elle a été peuplée dès les périodes illyriennes. Gvar s'est ensuite développée avec l'arrivée des Grecs venus de l'île de Paros. Initialement, l'île était placée sous la protection juridique de l'île de Vis, c'est-à-dire l'île voisine, hein, toutes les deux sont face à face. Et les Romains donc, lui ont donné ensuite plus d'importance en apportant donc, notamment la culture de l'olivier. L'île de Gvar s'est enrichie, si on peut dire, par le commerce de l'huile, du vin également, et Gvar, à la fin du Moyen-Âge, va s'imposer définitivement face à sa rivale, face à Vis. À cette période, donc Gvar est sous domination vénitienne. Elle va supplanter Vis et va devenir le siège de l'évêché, attirant ainsi les nobles, les intellectuels. C'est à ce moment-là que la ville, à proprement parler, s'est développée. Les palais se sont multipliés à la période de la Renaissance, d'où cette architecture Renaissance qu'on va trouver. Des témoignages qui sont encore visibles dans cette vieille ville de Gvar que nous allons visiter à travers une visite pédestre avec notre guide local qui va nous mener, comme vous le voyez ici, sur cette grande place avec en arrière-plan la cathédrale Saint-Étienne qui est vraiment représentative de la Renaissance vénitienne sur cette côte adriatique. Nous verrons aussi le monastère franciscain, le théâtre de Gvar et on pourra déambuler dans ces charmantes petites ruelles et apercevoir donc sur les hauteurs de Gvar les fortifications datant de la période grecque. Donc là aussi, sur le plan de l'architecture, des témoignages des différentes étapes, colonisation et invasion de cette île de Gvar. Nous restons la soirée à quai, donc là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi promener à votre convenance. La nuit à quai et le lendemain, nous appartions au petit matin pour découvrir une autre île ensuite, et c'est l'île de Korčula qui va nous intéresser cette fois-ci. À Korčula, donc Korčula, c'est une île assez touristique, hein, c'est la 6e île de par sa grandeur en mer Adriatique. Vous apercevez ici justement sur cette carte la situation, donc un petit peu notre itinéraire. Nous sommes partis de Split, Brač, Bol, Gvar et maintenant nous allons arriver à Korčula. Cette île de Korčula, vous le voyez ici, elle est séparée de la presqu'île de Pelješac par un canal qui est le canal de Pelješac où on pourra naviguer. Elle est séparée par seulement 1 kilomètre du continent
Korčula est connue comme étant une île très verte, une île certainement une des plus vertes de Croatie, mais aussi une île assez montagneuse. On va trouver donc au niveau de la végétation des forêts, des vignobles aussi sur cette île de Korčula, et une île aussi qui est réputée par ses eaux assez limpides, comme un bon nombre de criques que l'on va trouver en Croatie, des eaux variant dans les différents tons camailleux de bleu pouvant aller jusqu'au turquoise. La légende veut que Korčula a été fondée par Anténor, un personnage de la mythologie grecque, qui, échappant au massacre de Troie, serait parti à l'aventure pour la mer Adriatique. Prise par les troupes byzantines lors de l'expédition de Bélisaire, elle fut ensuite dominée par Venise jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Korčula a aussi fait parler d'elle à une autre époque, puisque c'est aussi le lieu de naissance du célèbre explorateur Marco Polo. Marco Polo est né ici à Korčula en 1254. Au cours de notre visite pédestre, vous aurez l'occasion de voir la façade de sa maison natale. Et cette île, je vous le disais, est connue pour ses vignobles. L'île est connue pour sa production de différents vins, tels que le Posip, un des vins croates d'appellation d'origine contrôlée, que vous aurez certainement l'occasion de déguster lors de votre croisière. Voici quelques photos de cette magnifique Korčula, une ville qui est vraiment chargée d'histoire, une cité chargée d'histoire et implantée sur une presqu'île. Et on le voit assez bien ici, elle est surplombée par des tours défensives. Vous aurez l'occasion de parcourir ces magnifiques petites ruelles, des ruelles pavées de marbre pour la plupart du temps, et découvrir ces magnifiques façades de style Renaissance, quelques façades aussi d'architecture gothique. Vous aurez l'occasion de découvrir donc sa cathédrale, la cathédrale Saint-Marc, également voir le palais Gabrielis qui abrite maintenant le musée de la ville de Korčula. Vous pourrez franchir ce magnifique pont de Korčula avec sa tour fortifiée qui nous permet de pénétrer à l'intérieur de la vieille ville. Et lors de notre escale à Korčula, ce sera aussi l'occasion de découvrir une autre partie de la culture dalmate, de la culture croate, puisqu'après notre visite, en soirée, à bord, on aura le plaisir d'accueillir un groupe de chants traditionnels que l'on appelle klapa, puisqu'au fil de votre croisière, chaque jour, on va essayer aussi de vous faire découvrir le patrimoine gastronomique et culturel à travers des traditions ancestrales. Donc là, il y aura un concert à bord de klapa. Les klapa, donc, c'est des chants traditionnels croates a cappella. Ces klapa, d'ailleurs, les klapa ont été inscrits en 2012 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce sont des chants traditionnels, une tradition vocale, un chant a cappella, à plusieurs voix la plupart du temps, et des chants qui vont s'identifier à différentes régions de Croatie, Croatie méridionale, de Dalmatie. Donc, je vais vous faire écouter un petit extrait, donc vous allez savoir de quoi il s'agit dès à présent, et après on en parlera plus en détail. Bilo gdje i kud da pođem ja, u srcu je Kroacija. Bilo gdje i kud da živim ja, u srcu je Hrvatska. Crven, bijeli, plavi, to je barjak naš, volimo ga mi, bijemo ga svi, od uvijek je bio svetinja za nas, zapjevajmo braćo svi u glas. Vivat Croatia, bilo gdje. Voilà, donc on ne va pas passer la matinée à écouter les clapas, mais ça vous a permis de vous familiariser un petit peu déjà. Donc, comme vous avez pu l'entendre à travers ce court extrait, là, ce sont des voix masculines que vous avez entendues. C'est vrai qu'à 80%, les clapas sont des chœurs masculins. Mais il existe aussi des clapas féminines, beaucoup plus rares, mais ça existe. Donc, le chef de chaque groupe de chanteurs, de manière générale, est une voix de ténor, vous avez pu l'entendre. Et lorsqu'il débute le chant, il est suivi ensuite par les autres voix de ténor, puis les barytons et les basses. Techniquement, donc, les chanteurs de clapa expriment, on va dire, par leur humeur, un chant assez ouvert. C'est un chant guttural, on va dire, avec une voix assez nasale, en général des tessitures très élevées.
Et le thème de ces chants, puisque bon, c'est vrai que malheureusement on ne comprend pas, c'est en croate, mais ces thèmes évoquent en général l'amour, les situations de la vie, le cadre de vie, un petit peu l'histoire aussi de ces différentes populations et régions. Alors l'âge de ces chanteurs varie, mais c'est vrai que c'est une tradition ancestrale qui perdure en Croatie, donc c'est vraiment une très bonne chose. Les générations, les jeunes générations continuent dans ce sens, et généralement, c'est vrai que c'est une tradition qui se transmet de père en fils, de génération en génération, et les jeunes chanteurs trouvent vraiment plaisir à chanter aux côtés de leurs aînés, donc c'est vrai que c'est assez plaisant. Ici, vous avez encore quelques vues de la vieille ville de Korčula et notamment la cathédrale Saint-Marc, magnifique cathédrale gothique construite par les maîtres italiens à l'aide des maîtres croates locaux au XVe siècle et XVIe siècle. Nous allons quitter ensuite Korčula, donc c'est le quatrième jour, la soirée du quatrième jour où nous avons assisté à notre concert des Klapa. Nous restons le quatrième jour à Korčula et le cinquième jour au petit matin, nous allons appareiller pour une autre île à proximité. Il s'agit de l'île de Miette et nous allons être à Pomena. Miette, donc, enfin, Pomena est un petit port assez charmant au fond d'une profonde baie aussi, donc la navigation est très intéressante lorsque l'on arrive aussi à Pomena. L'île est entourée de nombreux petits îlots très verdoyants aussi, et Pomena est le chef-lieu touristique de l'île de Miette. Miette, alors on surnomme aussi cette île de Miette l'île verte. C'est vrai que c'est un petit paradis de nature, une île vraiment qui est très boisée, très verdoyante, et une île aussi très tranquille. Vous voyez ici donc une île qui essentiellement est couverte de forêts. Et cette île aussi abrite des parcs naturels, des parcs nationaux, donc on peut en trouver un bon nombre en Croatie. Elle n'est pas très grande, cette île de Miette, puisqu'elle s'étend sur 37 km d'est en ouest et elle fait 3 km seulement de large. Donc nous allons débarquer ici à Pomena et c'est à travers une promenade pédestre que nous allons découvrir un des parcs nationaux qui couvre la partie ouest de l'île de Miette, une promenade pédestre vers deux golfs assez profonds appelés lacs puisqu'ils sont reliés à la mer par d'étroits passages. Nous irons vers le lac Veliko Jezero et le Malo Jezero, donc ces deux lacs. Et d'ici, nous prendrons donc un petit bateau local pour rejoindre l'îlot Sainte-Marie que vous apercevez ici, où se trouve un monastère bénédictin datant du XIIe siècle et également l'église Sainte-Marie. Voici quelques paysages donc, de la promenade sur l'île de Miette à Pomena. C'est vraiment un cadre de verdure assez exceptionnel et très différent justement des escales que vous aurez fait précédemment, d'où l'intérêt, bien sûr, la variété de cet itinéraire, c'est que vous découvrez aussi bien des grandes villes historiques, intéressantes sur le plan architectural, mais aussi des paysages naturels assez exceptionnels. Nous allons donc passer cette promenade à Pomena et nous allons ensuite poursuivre notre navigation avec quelques heures pour arriver à Trstenik, où nous allons passer la soirée à Trstenik. Et là, à Trstenik, eh bien, nous allons quitter notre yacht pour un dîner traditionnel. Nous serons reçus dans une ferme d'agrotourisme pour un dîner traditionnel pour découvrir encore un petit peu plus le patrimoine culinaire de la Croatie, en particulier de la Dalmatie. Donc, dans cette ferme, nous allons déguster quelques spécialités dalmates. Je vous en ai mis quelques-unes là, ici à l'écran, entre autres le jambon, le fromage, ces délicieuses olives. Et vous, en plat principal, vous dégusterez ce que l'on appelle la peka. Alors, c'est le plat que vous avez en haut à gauche et sa méthode de cuisson en bas à droite de l'écran. La peka, en fait, c'est un plat traditionnel à base de viande de veau et d'agneau, accompagné la plupart du temps de légumes et de pommes de terre. C'est cuit sous cloche, comme vous le voyez en bas à droite, et c'est cuit dans la cendre. Donc, c'est un plat qui est mijoté pendant de nombreuses heures afin de donner toute la saveur, bien sûr, et la tendresse à cette viande. Et ça fait partie vraiment des spécialités dalmates. Donc, vous aurez le plaisir de découvrir lors de cette soirée traditionnelle dans cette ferme d'agrotourisme. Nous allons revenir à bord et passer la nuit à quai à Trstenik. Et le jour 6 donc, de notre voyage, nous allons partir pour une excursion de journée en compagnie de notre guide local. Nous allons partir donc vers la Bosnie-Herzégovine.
Donc, c'est pas très loin, hein, c'est vraiment le voisin de la Croatie. Voici ici, hein, sur cette carte, vous avez donc la ville de Mostar, qui est la ville que nous allons visiter. Donc, nous partons pour cette excursion de journée. La Bosnie-Herzégovine donc, est un pays qui a vécu sous la domination ottomane pendant plus de 4 siècles. Elle fut fortement attaquée pendant la guerre de Yougoslavie et on verra encore malheureusement des témoignages sur un bon nombre des façades. Aujourd'hui, la population donc, de Bosnie-Herzégovine est composée de Serbes orthodoxes, de Croates catholiques, de Bosniaques musulmans, trois groupes ethniques qui font de la Bosnie, on va dire, un pays de contraste. Et au sud de ce pays, donc, se trouve la ville de Mostar, qui va nous intéresser, l'une des premières villes qui a été conquise par les Ottomans en 1468. Et vous le verrez au cours de la visite. D'ailleurs, sur le plan de l'architecture, dans la vieille ville de Mostar, l'influence turque est encore palpable sur les différentes façades, dans la culture et aussi dans le mode de vie des habitants. La ville historique donc de Mostar est nichée au fond d'une vallée assez profonde, entourée de montagnes, vous l'apercevez ici. Elle est nichée donc dans la vallée de la Neretva, qui est ce fleuve en fait qui traverse la ville de Mostar. Mostar est une ancienne ville frontière ottomane qui s'est développée au XVe et XVIe siècle et durant la période austro-hongroise 19e et 20e siècle. Mostar va se caractériser sur le plan de l'architecture par des maisons d'influence turque, des maisons anciennes. Je vous montrerai tout à l'heure quelques façades. Et l'emblème de Mostar, qui a marqué aussi les différents épisodes de l'histoire dont on se souvient tous, c'est le fameux pont de Mostar que vous apercevez donc ici, le vieux pont que l'on appelle Stari Most. Lors des conflits des années 90, la majeure partie de la ville historique et le vieux pont donc construit par l'architecte Sinan ont été détruits. Le pont a été ensuite reconstruit ainsi que de nombreux édifices de la vieille ville. Ils ont été rebâtis grâce à l'aide d'un comité scientifique international mis en place justement par l'UNESCO. Le pont a été reconstruit en 2005 et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un pont donc, qui a une longueur de 29 mètres, un pont qui est assez élégant de par son architecture, puisqu'il c'est un magnifique arc brisé, comme vous pouvez le voir ici, qui a été construit avec une pierre très blanche et il est suspendu comme ça au-dessus de la Neretva. Donc nous allons franchir ce vieux pont ensemble pour arriver ensuite dans le quartier historique de Mostar, où là nous allons découvrir ensuite des façades pré-ottomanes, ottomanes également, donc qui sont assez caractéristiques. Au cours de notre promenade, nous pourrons visiter les différents monuments de Mostar. C'est une ville aussi, comme nous le disions tout à l'heure, où cohabitent différentes religions. On va trouver un bon nombre de mosquées à Mostar. Ici, vous apercevez la mosquée Koski Mehmet Pacha, qui est l'une des mosquées incontournables du centre de Mostar, qui a été construite aussi avec des pierres blanches. Elle est assez intéressante et caractéristique. On la voit de loin puisqu'elle est sublimée par son dôme de couleur bleue et son minaret. Donc, nous faisons entre autres la visite de cette mosquée. À travers notre promenade dans ce quartier historique et ces différentes ruelles, vous aurez vraiment l'impression de vous trouver immergé un petit peu dans un bazar oriental, on peut dire, un bazar comme vous le voyez à droite qui est organisé avec des boutiques qui s'inspirent un petit peu des boutiques de l'époque ottomane, où là vous verrez un bon nombre de souvenirs, sacs, bracelets, lampes en vitrail, des narguilés, des tapis, enfin un bon nombre de choses, des objets en laiton, vraiment un bazar, on va dire. Vous pourrez poursuivre ensuite sur la rue de l'Or, comme on l'appelle, hein, c'est le quartier de l'Or, où on va trouver donc des édifices religieux, on va trouver qui se côtoient des églises, des synagogues, des mosquées, qui révèlent là encore le multiculturalisme de cette ville de Mostar, où là, des gens de différentes religions vivent ensemble pacifiquement aujourd'hui, comme déjà depuis de nombreux siècles. Notre promenade va nous permettre aussi de visiter un manoir ottoman lorsque nous sommes dans la vieille ville de Mostar. Voici quelques photos de ce manoir. Donc, au fond d'une petite rue très tranquille, on a ce manoir qui a été très bien restauré. C'est une authentique maison ottomane que l'on va visiter. Elle a été construite il y a environ 350 ans. Elle a été épargnée lors du bombardement de 1993.
Elle est transformée maintenant en maison musée. Donc, c'est une maison où visite la partie habitation au premier étage, où vous avez donc ces différentes pièces d'habitation dont vous avez quelques photos donc, ici même. On aperçoit donc des meubles assez intéressants en bois marqueté, un bon nombre de tapis, vraiment le mode de vie de l'époque ottomane. Ici, notamment, on peut se faire servir, par exemple, un café turc. C'est vraiment une immersion dans la période ottomane. Après cette visite, donc cette journée passée à Mostar, cette véritable incursion dans l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, nous allons poursuivre ensuite notre route et nous réembarquerons à bord de notre bateau, donc à Stone. Donc c'est vraiment un circuit en boucle que nous ferons puisque pendant notre visite, le bateau va naviguer. Nous allons poursuivre vers Stone, qui est aussi une cité très intéressante à découvrir. Stone se situe à l'entrée de la presqu'île de Pelješac, donc la deuxième plus grande presqu'île de l'Adriatique. Et Stone se situe juste au niveau de l'isthme qui va relier la presqu'île de Pelješac au continent. Une position stratégique puisque Stone a une position centrale entre la ville de Split et la ville de Dubrovnik. C'est une ancienne cité fortifiée, comme vous pouvez l'apercevoir ici même, une ville qui a eu toute son importance à l'époque de la République de Raguse. Vous apercevez ici ces murailles monumentales qui veillaient alors justement sur les salines de la ville de Stone, les premières salines d'Europe à cette période, qui ont valu justement une part de la richesse de la ville de Raguse, de la République de Raguse. Et les murailles de Stone ont été aussi un exemple en matière de l'architecture médiévale. Vous les apercevez ici. À l'origine, ces murailles faisaient un peu plus de 7 km. Malheureusement, il ne reste plus que 5 km et demi, mais pour nous montrer vraiment l'importance déjà de ces murailles. L'architecture est aussi intéressante dans la vieille ville de Stone, puisqu'on va pouvoir apercevoir notamment le palais du recteur, qui est de style Renaissance, la cathédrale, un monastère également. Mais nous ferons une petite pause aussi à Stone pour un moment de dégustation, pour vous permettre aussi de découvrir, là encore, quelques spécialités locales. Vous avez donc ici des salines et les parcs à huîtres. Stone est connu notamment pour ses huîtres. Elles sont assez réputées, donc vous aurez l'occasion de déguster en fin de journée les huîtres de Stone avant de réembarquer donc à bord du bateau et de poursuivre notre navigation. Nous poursuivons donc notre navigation puisque nous allons déjà arriver à Dubrovnik, qui sera donc le point le plus septentrional de notre croisière, le sud de la Dalmatie. Dubrovnik, que l'on surnomme aussi la perle de l'Adriatique, une ville qui a eu une puissance importante en Méditerranée après le XIIIe siècle, qui était une ville qui a été édifiée au Moyen Âge sur cette partie sud donc, de la côte dalmate. Son noyau historique est constitué donc au pied d'une colline. Son noyau historique a été sauvegardé pendant des siècles, son caractère jusqu'à nos jours. Une ville qui est délimitée par des remparts, comme vous pouvez l'apercevoir ici, vraiment une ville donnant sur la mer et face à Dubrovnik, 7 kilos, donc qui est l'île de Lokrum. Malgré plusieurs destructions importantes causées par, entre autres, le tremblement de terre de 1667, et ensuite les différents épisodes de l'histoire et la guerre, Dubrovnik a réussi à sauvegarder son patrimoine historique, ses églises gothiques, ses églises baroques, Renaissance, ses couvents, palais, fontaines. C'est vrai que c'est une ville qui a été très bien restaurée et qui aujourd'hui est conservée, classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour la beauté de son patrimoine historique et ses nombreux monuments. Déambulons donc ensemble dans cette superbe cité donc de Dubrovnik. Ici, sur la droite, vous reconnaissez donc le Stradun, qui est l'artère principale de Dubrovnik. On y accède donc par la porte Pilée et elle débouche ensuite sur la porte Ploče. Elle traverse littéralement donc cette ville de Dubrovnik avec de part et d'autre de très jolies façades. Et nous arrivons ensuite vers la cathédrale de Dubrovnik, la cathédrale Saint-Blaise. Une ville qui est donc fortifiée, donc ce sera aussi l'occasion, pourquoi pas, de faire une promenade sur ces remparts pour voir la ville d'un petit peu plus haut. Et nous allons nous intéresser maintenant un peu plus en détail à ces différents monuments.
Ici, donc, à Dubrovnik, donc, outre la cathédrale Saint-Blaise, il y a aussi le palais du recteur, dont vous apercevez ici quelques détails au niveau de l'architecture. C'est un bâtiment de style Renaissance, avec quelques éléments tout de même de la période gothique et baroque, et c'est à cet endroit que résidait le recteur, à savoir donc le pouvoir exécutif, et il avait à l'époque les clés des deux portes de la ville. Ici, donc, sur la droite, la cathédrale Saint-Blaise, donc magnifique façade baroque aussi. À l'intérieur de celle-ci, donc, on va trouver le polyptyque de l'Assomption de la Vierge, un polyptyque donc, qui a été fait par le Titien. Et sur la partie gauche de votre écran, vous apercevez la place de la Loge, donc jouxtant le palais du recteur. Cette place de la Loge, c'est vraiment le cœur de la vieille ville, à l'extrémité donc du Stradoun. Et là, c'est ici qu'on voit encore la magnificence au niveau de l'architecture, la splendeur des bâtiments donc de la période de Raguse. Ici, donc, va se trouver le palais du Conseil majeur, qui abrite maintenant l'hôtel de ville, le théâtre, le palais Sponza également. Donc, on aura l'occasion de voir et d'apprécier ces différents édifices et leur architecture en déambulant dans cette ville de Dubrovnik, que certains d'entre vous connaissent certainement, mais c'est vrai qu'on a toujours plaisir à y retourner et à flâner dans la ville. Lorsque l'on sera à Dubrovnik, donc encore quelques photos de Dubrovnik, ici vous avez notamment la fameuse pharmacie, on pourra découvrir donc cette pharmacie qui est toujours en activité, qui se trouve à l'intérieur du monastère des franciscains. Il y a aussi le monastère des dominicains parmi les monuments les plus importants. Et nous allons poursuivre notre découverte, je dirais, des traditions culturelles aussi de la Croatie, en assistant donc au Lazareti, donc qui surplombe la ville de Dubrovnik, un très beau lieu, à un spectacle folklorique en soirée qui est produit par la troupe folklorique Linjo, qui est une troupe qui a été fondée en 1964 pour promouvoir les danses et les chants traditionnels de Croatie. Donc le linjo lui-même est la danse la plus populaire de la région côtière de Dubrovnik. Elle est dansée de la même manière depuis plus de 200 ans. Donc vous assisterez ici à des danses accompagnées donc par des instruments de musique traditionnelle. Vous en avez un exemple ici sur la photo. Le monsieur qui est assis tient la lirieka, qui est un vieil instrument de musique de Dalmatie du Sud. C'est un instrument à 3 cordes. C'est un instrument donc venu de Méditerranée orientale et de Grèce à la fin du XVIIIe siècle. L'ensemble Linjo donc, fait partie de Dubrovnik depuis plus de 40 ans. Il se produit ici, mais il se produit maintenant à travers des tournées internationales dans de nombreux pays. Je vais vous passer un petit extrait de ce spectacle pour vous mettre en haleine, on va dire, et ça vous donnera l'occasion de découvrir un petit peu plus en détail ces danses et chants traditionnels et costumes. Voilà, donc ça vous a donné un petit aperçu de ce spectacle. La suite, vous l'aurez lors de l'escale à Dubrovnik. Donc, comme vous le voyez, ces jeunes gens perpétuent les danses traditionnelles. Donc, ces danses sont imagées et les costumes reflètent les différentes traditions de Dalmatie, de Croatie, mais de toute la région
Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant et ça permet aussi de découvrir les instruments de musique traditionnels. Donc, à travers cet itinéraire, vous l'avez compris, en tout cas, c'est une croisière qui vous permet de découvrir cette somptueuse destination, la découverte de villes historiques telles que Split, Dubrovnik, Var, mais aussi des petits ports de pêche, des îles un peu moins connues, telles que l'île de Miette, l'île de Brač également, des criques isolées. Et c'est à bord de ce yacht, en tout cas, que Plinka vous propose de faire ce voyage qui combine aussi bien la navigation et les visites culturelles, puisque toutes les visites sont accompagnées par des guides locaux et par Guillaume également. C'est un doux équilibre, on va dire, entre la navigation et les visites, le plaisir de naviguer à bord d'un tout petit bateau, puisque je vous disais, ce yacht compte uniquement 18 cabines et nous permet de naviguer le long de ces côtes dalmates. Donc, Plein Cap a choisi le diamant, vous apercevez ici. C'est un yacht qui va compter 8 membres d'équipage, qui est constitué de 4 ponts. Donc ici, vous avez que les 2 ponts où se trouvent les cabines. Le pont principal, le pont supérieur. Au-dessus, il y a le pont où se trouve le restaurant et un petit salon à l'arrière. Et au-dessus, le pont Soleil, où vous pouvez profiter de la navigation, de chaises longues pour vous détendre et apprécier le paysage. C'est un yacht qui a été construit en 2015, rénové en 2017. Et là encore, cet hiver, il va y avoir des travaux sur le bateau pour continuer donc à l'améliorer et refaire des cabines notamment. C'est un bateau qui a une longueur de 50 mètres, donc vous voyez, il est vraiment tout petit. Et on va trouver donc 19 cabines, toutes extérieures. Donc les cabines du pont principal, ce sont des cabines avec des hublots et les cabines du pont supérieur sont des cabines avec des fenêtres qui peuvent s'ouvrir et la porte de la cabine donne directement sur la coursive extérieure. Je vais vous montrer des photos dans quelques minutes. Vous avez donc bien sûr à bord le restaurant avec de larges fenêtres qui vous permet de profiter de la navigation. Voilà ici la salle de restaurant, le petit salon qui se trouve à l'arrière et qui vous permet de flâner sur les ponts et de profiter surtout de cette navigation qui est vraiment magnifique puisqu'on navigue vraiment le long de la côte ou entre les îles. Donc ça permet d'avoir vraiment une navigation paisible et très intéressante. Voici des photos donc des cabines. Ici sont des cabines qui font entre 12 et 14 mètres carrés, suivant si c'est le pont principal ou le pont supérieur, donc avec des hublots comme vous pouvez l'apercevoir ici. Des cabines équipées donc avec des lits jumeaux que l'on peut rapprocher. Et toutes les cabines donc, sont climatisées et disposent d'une salle de bain donc, avec douche. Donc, je dirais tout le confort dont on a besoin en croisière. C'est vrai que d'autant plus sur un yacht comme celui-ci, on est très très peu dans la cabine puisque la plupart du temps vous êtes en visite. Toutes les visites sont incluses sur ce programme, donc elles sont incluses, mais bien sûr pas obligatoires. Hein. Si vous voulez flâner à votre guise, vous pouvez toujours le faire ou vous reposer, pourquoi pas, à bord. Donc, toutes les excursions sont incluses, la pension complète à bord également, les soirées animées donc avec différents intervenants locaux croates. Donc, on a parlé tout à l'heure du spectacle de Linjo, également les clapas aussi à bord. Il y a un concert de musique classique aussi et la soirée, le dîner dans la ferme d'agrotourisme. Donc, c'est vraiment un produit très complet, je dirais, pour vous faire découvrir la destination, une destination qui, en tous les cas, j'en suis sûre, ne manquera pas de vous séduire, de séduire les amateurs d'art, d'histoire, d'archéologie, de navigation et de paysage. Ces itinéraires en Croatie donc, ont été établis, et celui-ci aussi, bien sûr, par le commandant Radovan, déjà il y a plusieurs années. Donc, c'est, je vous le disais, un cabotage du nord au sud de la côte dalmate, accompagné donc par Guillaume. Et le yacht est à chaque fois privatisé, affrété par Plein Cap, donc pour une croisière 100% francophone. Donc, il y a uniquement des passagers Plein Cap à bord pour ces deux croisières. Et donc, le débarquement se fait à Dubrovnik. On embarque à Split, on débarque à Dubrovnik et retour également sur Paris avec Guillaume. Donc, Guillaume vous attend à Paris et vous ramène à Paris. Voilà, mesdames, messieurs, le programme de cette croisière le long de la côte d'Almate qui, j'espère, vous aura donné envie. Et je dirais, donc, on vous attend bien sûr à bord de ce yacht. Donc, je vais vous merci en tout cas pour votre attention une nouvelle fois. Ce fut un plaisir pour moi de pouvoir partager cette destination et ces paysages.
On va vous redonner la parole à présent. Donc, si vous avez des questions, eh bien, elles seront les bienvenues.